Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu me posais comme question? Oui, tu me parlais des indications. Tu m'as posé cette question après avoir lu le chapitre 3. Je pense que je t'ai répondu dans le chapitre suivant, mais tu as été probablement déçu par mon absence de directive claire et nette. En effet, je vous ai dit qu'il fallait envisager un pelage de la limitante interne dès qu'il y avait une baisse progressive et avérée de l'acuité visuelle en rapport avec une augmentation de l'œdème maculaire, qu'il y ait ou non une membrane épirétinienne ou un syndrome de traction. Et j'ai volontairement renoncé à donner des limites hautes ou basses, tant pour l'acuité visuelle que pour l'œdème. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, ça dépend du malade. Je me souviens d'un malade de 30 ans qui était informaticien. Je m'en souviens parce que c'était le fils d'un ophtalmo. Et il avait eu X injections d'anti-VEGF, qui n'avait rien fait. Il avait 1/20 d'un œil et 1/10 de l'autre. Donc vous voyez, une vision excessivement basse. Et son père me l'a envoyé, et j'ai enlevé la limitante interne sur les deux yeux, pas le même jour, mais sur les deux yeux. Il a récupéré 10/10 d'un œil et 8/10 de l'autre, c'est-à-dire 12 lignes sur un œil et 8 lignes sur l'autre, des choses qui sont inenvisageables avec des injections d'anti-VEGF. Donc, en fait, c'était un type qui faisait une intolérance à l'hypoxie, il faisait des marathons, et donc, je sais par son père qu'il a gardé son acuité visuelle, il a continué son boulot, donc j'ai eu raison de l'opérer malgré le 1/20 et le 1/10. Par contre, il y a des malades de 90 ans qui avaient des polypathologies, qui n'étaient pas très demandeurs d'une opération, et que je n'ai pas opéré malgré des acuités visuelles même plus importantes que 1/20 et 1/10. Donc ça dépend du malade. Ça dépend aussi du médecin. J'avais un associé, Franck Becquet, qui est un type très intelligent et très bon chirurgien, mais qui avait un peu moins d'aplomb que moi et qui préférait traiter les thromboses veineuses en première intention par une injection d'anti-VEGF, car il pensait que ça serait plus facile secondairement de proposer une chirurgie lorsque le malade reviendrait pour une récidive de sa baisse visuelle. Ça peut se comprendre. J'y vois cependant deux petits écueils. Le premier, c'est que ça entraîne une perte de temps. Vous pouvez bien sûr mettre un glaucomateux à 35 avec une altération du champ visuel, vous pouvez le mettre au diamox, mais vous savez qu'un jour ou l'autre, vous serez obligé de l'opérer, et pourquoi attendre que des fibres se dégradent? De plus, alors ça, c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais le correspondant qui vous envoie une thrombose veineuse et qui voit que vous lui injectez des anti-VEGF, eh bien, la fois suivante, peut-être qu'il fera lui-même les injections d'anti-VEGF et le malade ne bénéficiera donc pas du meilleur traitement, en tout cas du traitement qui lui aurait donné le meilleur résultat, qui est la chirurgie. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas mis de limite pour ménager un petit peu toutes les sensibilités, mais je suis sûr, Alexandre, que tu as compris mes indications. Tu me poses également une question de savoir s'il faut faire le pelage avant ou après d'avoir fait la photocoagulation. C'est pas facile à te répondre car aucun travail n'a été fait là-dessus. Je vais quand même te répondre. Où il est, Alexandre? Je te cherche. Non pas en te donnant des certitudes, mais en te mettant en perspective des résultats des travaux d'Yvette et de mon système de pensée. C'est une première mondiale que je vous annonce là. C'est tout à fait inédit. Personne ne sait pourquoi une ischémie fait des néovaisseaux et l'autre n'en fait pas. On parle de substance X, mais personne ne sait rien. J'ai une explication, Didier, je vous donne. D'accord. Alors,
Avant toute chose, il faut savoir que dans un œil en bonne santé, un œil normal, il y a en permanence une balance homéostatique entre les inducteurs de néovascularisation, comme le VEGF, et les facteurs anti-angiogéniques très puissants, comme le PEDF, en sachant que le PEDF est même plus puissant que le VEGF. Dans un contexte pathologique maintenant, comme un trauma, par décollement, par déchirure, par perforation ou par pelage de la limitante interne, il y a une stimulation de l'EGFR au niveau rétinien. Et comme au niveau rétinien, il y a une glie radiale, la glie radiale, c'est les cellules de Muller, c'est ces cellules gliales qui sont radiales, eh bien le GFR va entraîner une gliose radiale, va activer ces cellules de Muller. Et les cellules de Muller fabriquent du PEDF. Il y a donc une fabrication importante de PEDF, et comme le PEDF est plus important que le VEGF, il y a un décalage entre le PEDF et le VEGF. C'est pourquoi, même s'il peut y avoir une petite ischémie dans le TR, il n'y aura pas de processus d'angiogénèse, sauf après extinction de la glie radiale dans les décollements à progression. Voyons ce qui se passe dans la thrombose veineuse. Voici un cas d'éviscération pour glaucome néovasculaire après oblitération de la veine centrale, ayant subi seulement quelques impacts de laser en périphérie. Vous voyez, au niveau du pôle postérieur, des vaisseaux thrombosés, vous voyez, des vaisseaux qui sont remplis de globules rouges. Là, c'est l'iris, et vous voyez la rubéole syrienne. Et il y a même, dans le vitré, au niveau du corps ciliaire, il y a même des néovaisseaux qui ont poussé dans le vitré. Qu'y a-t-il au niveau du pôle postérieur? Il y a un très gros édème, comme vous a montré Yvette tout à l'heure, avec toutes ces lacunes au niveau du neuroépithélium. Et la choroïde est très épaissie et congestive. Il y a également une gliose astrocytaire, là on est avec des anticorps anti-GFAP, une gliose astrocytaire dans la partie interne de la rétine, ce qui est normal puisqu'elle est stimulée par un processus ischémique. Il n'y a pas de gliose mullérienne réparatrice puisqu'il n'y a pas de trauma. Hein, je vous répète ça inlassablement parce qu'il faut que ça s'ancre. Trauma égale gliose mullérienne, ischémie égale gliose astrocytaire. En effet, au niveau du pôle postérieur, vous voyez, il n'y a pas dans une étude en anti-EGFR, il n'y a pas de stimulation de l'EGFR. Et ce n'est pas une erreur de marquage, puisque vous voyez qu'au niveau de l'épithélium pigmentaire, eh bien, il y a une haute stimulation de l'EGFR. Et ça, c'est une découverte fondamentale qu'a pu faire Yvette. Dans la thrombose de la veine centrale, l'épithélium pigmentaire est fortement marqué par l'anticorps anti-EGFR. Le problème, c'est qu'au niveau de l'épithélium pigmentaire, il n'y a pas de glie radiale. Il n'y a pas, le GFR ne peut pas stimuler les cellules de Muller puisqu'il n'y en a pas. Dans la choroïde, ça n'existe pas. Donc le GFR ne va faire qu'une chose, c'est que ça va stimuler le VEGF. Et donc le VEGF va prendre le pas sur le PEDF. Et donc il y aura une prolifération de néovaisseaux. C'est pourquoi il y a des néovaisseaux dans les thromboses de la veine centrale. Pourquoi ces néovaisseaux vont se multiplier sur la papille, les vaisseaux rétiniens, l'iris et le corps ciliaire? Parce que ce sont les deux voies afférentes artérielles qui nourrissent l'œil en dehors de la choroïde.
où il y a l'artère centrale de la rétine qui rentre sur la face profonde du nerf optique, et le grand cercle artériel de l'iris, alimenté par les artères ciliaires antérieures perforantes et les artères ciliaires postérieures longues. Pourquoi il n'y a pas de néovaisseau dans la choroïde? Eh bien parce qu'en cas d'oblitération de la veine centrale de la rétine, la choroïde est épaissie en réaction à l'ischémie. Et d'ailleurs, si vous faites des OCTA, vous verrez que l'injection d'anti-VEGF entraîne un amincissement choroïdien secondaire. Mais la choroïde n'est pas ischémique, comme on peut le voir par exemple dans les dégénérescences de la macula. Et comment agit la photocoagulation? À mon sens, il y a deux mécanismes qui peuvent expliquer l'action de la photocoagulation. D'abord, en tuant l'épithélium pigmentaire, la photocoagulation diminue la charge en EGFR, puisqu'il y a donc un marquage de l'EGFR au niveau de l'épithélium pigmentaire, et donc une diminution du VEGF. Mais en agissant aussi au niveau de l'article externe, vous voyez que ces microfibrilles qui vont s'enrouler sur l'épithélium pigmentaire. C'est un stimulus dans le décollement de rétine, c'est le stimulus qui entraîne la stimulation de l'EGFR, et on peut imaginer que la photocoagulation fasse la même chose, fasse une séparation de ces microfibrilles de l'épithélium pigmentaire. Ça, c'est argumenté par cette étude de l'IVRS et Mistedy qui a montré chez l'édème du diabétique que le laser supraliminaire avait à peu près la même action que le laser normal. Bien sûr, pas la même action que la limitante interne, mais avec quand même une petite action. Et on peut donc imaginer que ce n'est pas seulement en tuant les cellules de l'épithélium pigmentaire et la choriocapillaire que le laser agit. On peut imaginer qu'il agit comme un inducteur de GFR et donc de gliose rétinienne avec tous ces phénomènes réparateurs. Et confirmation nous est donnée par notre malade en périphérie. On voit ici une cicatrice de laser avec même de l'épithélium pigmentaire qui a passé de façon transrétinienne. La choroïde est toujours très épaissie. Par contre, en anti-EGFR, on voit un petit marquage périphérique, une petite imprégnation de la rétine, ce qui confirme cette deuxième hypothèse et qui est responsable d'une gliose mullérienne périphérique. Vous voyez, donc, on peut donc imaginer que la PRP n'a pas qu'une action en tuant l'épithélium pigmentaire, mais qu'elle stimule les systèmes réparateurs de l'EGFR et de la gliose mullérienne, ce qui explique qu'il est décrit qu'une PRP périphérique bien conduite jusqu'à l'extrême périphérie puisse avoir un effet bénéfique sur l'œdème du diabétique. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous avez un œdème du diabétique qui est résistant, eh bien, attachez-vous à continuer bien la PRP jusqu'à l'extrême périphérie. Je pense donc, et pardon d'avoir été si long, que le pelage de la limitante interne et la photocoagulation panrétinienne ne sont pas antinomiques, mais au contraire complémentaires. Et en tout cas, ça explique pourquoi, Jean-Paul, tu as moins de glaucome néovasculaire après pelage de la limitante interne, grâce à son action sur la gliose et son effet PEDF, qui ont un effet préventif du glaucome néovasculaire. Quant à toi, Alexandre, je pense que tu peux commencer à faire ton pelage tout de suite, tant que le malade a de la vision à sauver. Ça va avoir du reste une action anti-glaucome néovasculaire par cet effet sur le PEDF, et ça donnera à ton correspondant la possibilité de faire une PRP avec peut-être moins de risque de surdosage. Tu sais, quand tu es pressé par un glaucome néovasculaire, tu peux faire des séances soit trop longues, soit trop rapprochées, qui peuvent exposer à un surdosage. Donc, je pense que là, il pourra le faire en toute quiétude. Et est-ce que du coup, il y aura un intérêt à faire un pelage de la limitante un peu large?
Oui, jusqu'aux vaisseaux temporaux, oui, moi je pense, oui. Oui. Jean-Paul, merci de ta remarque sur le bleu de Koumassi. Oui, j'ai eu grand plaisir à faire ce chapitre sur le bleu de Koumassi, sur ce qu'on appelle I Am Blue, hein, chez Dork, qui est infiniment plus utile, à mon avis, que le dual. Le dual, c'est un mélange, vous savez, de bleu de Koumassi et de bleu tripant. Alors, je ne parle pas de la toxicité, c'est vrai que bleu tripant est plus toxique que le bleu de Koumassi, comme le vert d'indo est plus toxique que le bleu de Koumassi. Le bleu de Koumassi, c'est ce qu'il y a de moins toxique. Mais, surtout, le bleu de Koumassi, il vous permet de différencier les sites qu'il faut enlever et les terroristes et les otages, si vous voulez. Le gros avantage du bleu de Koumassi, vous l'avez vu, enfin je vous l'ai dit dans la chaîne, c'est qu'il est lié à la tyrosine, à l'arginine, à la phénylanine, au tryptophane, c'est-à-dire ce qu'on appelle les protéines membranaires, les protéines globulaires, c'est-à-dire les protéines cellulaires. Or, la limitante interne et le vitré sont faits uniquement de fibres de collagène, c'est-à-dire il n'y a pas de cellules dedans. Donc le bleu de Koumassi ne peut pas marquer la hyaloïde et la limitante interne. Il est appelé ILM Blue par erreur. Le bleu de Koumassi, il colore les cellules qui sont les cellules astrocytaires et éventuellement les pieds des subcellulaires qui sont au niveau de la limitante interne, mais il ne colore pas la limitante interne. Et c'est intéressant ça parce que il y a des gens, par exemple, Jerzy Nawrocki, qui est où il est notre... Voilà, tu es là. Jerzy Nawrocki, qui est un de mes disciples les plus fervents, c'est celui qui a inventé l'Inverted Island Flap technique. Hein. Donc c'est probablement l'un des meilleurs chirurgiens de la macula au monde. C'est vraiment un type formidable. Bon, il montre, là c'était son dernier film qu'il a présenté aux États-Unis, où à un moment, je suis inquiet de savoir. À un moment, il met du dual bleu, parce que lui, il utilise du dual, et il dit, ben voyez, là, il y a la prolifération cellulaire en enlevant la hyaloïde, parce qu'il n'a pas pu comprendre avec le dual, qui vous colore tout, il n'a pas pu comprendre que ce qu'il enlevait c'était simplement de la hyaloïde normale. Et si l'on compare, vous l'avez vu cette vidéo, je l'ai mise sur la chaîne, j'ai injecté du bleu et tout est marqué sauf une plaque de hyaloïde, et sur la partie décollée de la hyaloïde, il y a même une prolifération astrocytaire qui se met sur la partie externe de cette plaque, et pour montrer qu'on peut enlever une plaque de hyaloïde sans enlever systématiquement, sans faire une rupture de la limitante interne, enfin de la prolifération astrocytaire derrière, j'enlève cette plaque et on voit bien que derrière, il y a à nouveau une prolifération astrocytaire qui est diffuse, que j'enlève dans un deuxième temps. Vous l'avez, je crois que je l'ai mis 2 fois sur ma chaîne, vous avez cette vidéo.